Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Salut, je m'appelle Philippe Lamarre, je suis le fondateur d'Urbania. Vous écoutez Entre la fin puis le début, un podcast où je rencontre des gens qui gravitent de près ou de loin autour du storytelling ou l'art de raconter des histoires. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité l'auteure et dramaturge Annabelle Soutard. Annabelle, c'est la cofondatrice de la compagnie Théâtre Porte-Parole, celle qui est reconnue pour avoir mis sur la map le théâtre documentaire au Québec. Il fallait le faire. Combiner deux mots qui rebutent une grande partie de la population, théâtre et documentaire, pour en faire quelque chose de hot qui soit tout sauf ennuyant. J'avais envie de recevoir Annabelle parce que j'admire ce qu'elle a bâti avec Porte-Parole. Je me reconnais dans son désir d'aborder des sujets de société sans jugement ni idées préconçues. Notre devise chez Urbania, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Puis j'ai le sentiment que c'est un peu ce qu'elle fait avec ses pièces. Annabelle Soutard, bonjour, hi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'on peut toujours dire ça, bonjour, hi? Est-ce que c'est acceptable? Tant que la loi 96 n'a pas été votée, je pense que tu as le droit. Parfait. Annabelle, je vais te faire ta bio. D'accord. Tu es née en 1971 à Montréal. Tu es la fille de Helgi et Yen Soutard, qui t'ont élevée à Westmount dans un univers cossu anglophone. Ton père, qui est décédé en 2016, est un des fondateurs de Pembroke Management, une firme de gestion privée de grande renommée et de grande fortune. Tu as étudié à l'université Princeton au New Jersey, une prestigieuse école du Ivy League de la côte Est. C'est là que tu as été exposé au travail d'Anna Deavere Smith, une auteure et comédienne afro-américaine qui est reconnue pour son théâtre documentaire. Là, Annabelle, je vais prendre quelques secondes pour parler un peu d'elle parce que je pense que c'est crucial pour comprendre d'où tu viens. L'approche d'Anna Deavere Smith consiste à choisir un sujet de société qui est polarisant. Puis ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle part interviewer tous les gens autour de ce sujet-là pour en tirer une vision à 360 degrés. C'est une méthode qui la pousse à aller au-delà de ses convictions personnelles parce qu'elle s'oblige à parler avec des gens avec qui elle n'est pas d'accord. Une fois qu'elle a recueilli les témoignages, elle va créer un récit, une histoire à partir des verbatims de ses rencontres. Puis là, Anna Deavere Smith se retrouve à jouer la grande majorité des rôles des gens interviewés. La recherche, l'écriture puis le jeu sont donc portés sur scène par la même personne. On va revenir là-dessus parce que c'est assez fondateur comme méthode de storytelling en théâtre documentaire. Cette découverte a été pratiquement une épiphanie pour toi et c'est ce qui t'a fait choisir le théâtre comme moyen d'expression, mais aussi pour gagner ta vie. Tu as fondé la compagnie de théâtre Porte-Parole à l'an 2000 avec le comédien Alex Ivanovich, qui est aussi ton mari et le père de vos deux enfants. Avec Porte-Parole, vous abordez toujours des sujets délicats pour lesquels les gens ont souvent une idée préconçue. Le but est donc de faire avancer la discussion puis d'ouvrir les esprits à des points de vue auxquels on n'a pas été confronté. Au fil des années, vous avez abordé une panoplie de sujets, comme les OGM, les sables bitumineux, le profilage racial, l'effondrement de viaducs ou encore le système d'éducation. Annabelle, tu dis souvent que tu trouves la société trop polarisée puis que ton désir, c'est de rapprocher les gens. Prêcher aux convertis, très peu pour toi. En 2014, tu as invité la comédienne Christine Beaulieu à faire une enquête sur la Société d'État Hydro-Québec. Ça a donné un méga succès appelé J'aime Hydro. La pièce est jouée aux quatre coins du Québec depuis 5 ans, puis plus de 50 000 spectateurs y ont assisté. Sophie Brochu, la nouvelle PDG d'Hydro-Québec, a même confié que J'aime Hydro a influencé la manière dont elle dirige la Société d'État. Rien de moins. Ça a été la consécration, autant pour Christine Beaulieu que pour Porte-Parole et le théâtre documentaire. Parce qu'on voit maintenant le genre se propager et devenir à la mode. On peut maintenant dire que c'est du théâtre d'impact. Parfait. Merci, Philippe. C'est une des plus belles introductions que j'ai jamais eues. Très bien recherché. Puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur. Annabelle, je veux commencer avec une petite softball, juste pour commencer soft. Là. Je commence avec une question facile. Pour Annabelle Soutard, là, c'est quoi une bonne histoire? C'est complexe, cette question, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais si je vais simplifier ça, pour moi, c'est une histoire qui provoque la question chez les spectateurs. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? What's going to happen next? Moi, je pense que toute bonne histoire doit être comme une suspense qui doit susciter dès le début un intérêt passionné par les spectateurs pour qu'est-ce que le personnage central va faire prochainement. Et si vraiment cette question n'est pas sur les lèvres ou dans les cerveaux des spectateurs, on a du superflu sur la scène. Il faut que l'action va toujours de l'avant et qu'il n'y a rien de superflu. Mais
autre que ça, le théâtre, dans les principes du storytelling en théâtre, il y a des ingrédients qui font en sorte qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement. Il faut avoir un conflit au centre d'une histoire. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Et pour créer du conflit, il faut qu'il y ait un personnage au centre qui veut quelque chose et qui a des obstacles devant la personne qui sont très difficiles à surmonter. Et devant ces obstacles, il faut que le personnage central crée des stratégies pour accéder à leur objectif. Fait que c'est très simple et toute architecture de toute bonne pièce peut être simplifiée à ces concepts-là. Et dans mon pratique, c'est bizarre parce que les gens disent « Oh, Annabelle, elle fait du documentaire, fait que ça doit être comme leur... » Ils anticipent que ça va être très didactique, que je suis juste là pour avancer une cause sociale. Mais finalement, je suis très obsédée, en fait, avec du entertainment, d'une bonne story qui, en fait, a un bon conflit et des bons personnages. Et j'essaie de jumeler la cause sociale des pièces documentaires de porte-parole avec des principes de entertainment très disciplinés. Puis c'est drôle parce que tu as mentionné justement que les gens, des fois, quand je l'ai dit dans mon intro, là, quand tu dis le mot documentaire là, et théâtre, là, les gens bâillent puis ils s'endorment presque sur place. Ouais. Mais qu'est-ce qu'une pièce de théâtre documentaire permet qu'un reportage dans le journal ou qu'un film documentaire ne permet pas? Ben moi, je crois que d'abord, c'est jouer live devant les gens. Fait que je crois qu'on a un contact avec le public qui est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de risques, finalement, parce que tout se joue devant le public. Mais je crois que c'est aussi, comme si je le compare à un reportage, c'est qu'on va chercher pas juste l'information dans une histoire, mais le côté humain, les émotions, qu'est-ce qui se passe dans la vie personnelle de la personne qui monte le documentaire. Souvent, quand on regarde un documentaire à la télé ou on l'écoute à la radio, c'est comme présenté comme quelqu'un qui a maîtrisé son sujet, qui maintenant nous informe sur qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait. Tandis que ce qu'on montre dans le théâtre, c'est une personnage qui est imparfaite, qui est en fait impressionnée par son sujet, qui commence à zéro, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans Jamie Draw par exemple, comme une personne qui n'est pas nécessairement, qu'on n'attend pas qu'elle ou il va maîtriser son sujet, mais va être impressionné par son sujet. Fait qu'on voit la personne qui commence à zéro et qui, à fur et à mesure, devant les obstacles, devient le maître ou la maîtresse de son matériel. Et ça fait en sorte qu'on peut relater avec la personne, qu'on ne sent pas qu'on est une étudiante devant quelqu'un qui est plus intelligent que nous, mais qui nous rendre passionnés par son sujet parce qu'on fait tout le voyage avec lui ou elle pour comprendre la complexité de la chose. Puis avec une histoire qui est entertaining, comme ça, qu'on est sur ça. Le bout de notre siège. Parce que ça, c'est l'outil, en fait. Si on n'a pas une bonne story, une bonne histoire, les gens vont juste abandonner la cause. Fait qu'il faut les présenter avec quelque chose où, malgré eux, il devient capable de comprendre la complexité. Et je dis malgré eux parce que je crois que quand les gens sont devant Jamie Draw, par exemple, ils ne sont pas en train de dire « Ah, je suis en train d'être éduqué ». Ils suivent Christine comme « Ah, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement ?» Et à la fin de la chose, ils sont surpris comme « Ah, j'ai tellement appris ». Mais je n'étais pas au courant que j'étais dans le processus d'apprendre parce que j'étais juste avec Christine dans sa recherche. Comment est-ce qu'elle fait? Parce que Christine, pendant qu'elle fait la recherche, elle raconte toutes sortes d'anecdotes sur elle, sur les gens qu'elle rencontre. Et la situation entre elle et les gens qu'elle rencontre est tellement comique parce que c'est l'actrice qui est un petit peu dans la lune. Qui est vulnérable. Oui, c'est ça qui est vulnérable et qui a pensé au début qu'elle n'était pas capable. Mais elle a juste posé les bonnes questions au bon moment pour finalement comprendre les enjeux. Et chaque fois qu'elle ne comprenait pas, elle est honnête, elle est transparente dans son ignorance et ça réduit la pression sur les spectateurs aussi de comprendre. Mm-hmm. Oui. Tu sais, tu décris souvent ton travail presque comme étant journalistique.
Est-ce que Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite, quand tu étais au secondaire? Ben c'est vrai, parce que quand tu m'as introduit, tu as raconté comment je suis allée à Princeton et dans les années 90. Et je ne suis pas arrivée à Princeton avec l'idée d'aller dans les arts. Non, moi, j'étais une fille de l'économie, de la politique. Je suis arrivée là, en fait, avec l'intention d'aller dans le journalisme parce que j'aimais beaucoup l'actualité, la politique, et j'ai grandi dans une famille où on a beaucoup discuté la politique autour de la table. Et je me suis dit, OK, mais je suis assez bon en rédaction et j'aime l'actualité, fait que c'était logique. Fait que j'ai pris des cours en histoire, en politique, en journalisme. Mais là, j'avais juste la chance de voir une pièce de Anna Deavere Smith où elle a jumelé un petit peu le journalisme, l'enquête, la recherche avec une théâtre où j'ai vu, en fait, le potentiel pour le journalisme de quitter juste la page et la zone de l'intellect. Rationnel. De rationnel, c'est ça. Et de nous amener dans des histoires où on voyait toujours la côté humaine et aussi d'écouter un point de vue qui n'était pas le nôtre. Et quand j'étais à Princeton, et je sais qu'aujourd'hui, on est très polarisé, moi, je pensais qu'on était déjà au début de la polarisation dans les années 90. Même si ça a l'air que ce n'était pas très extrême, je me suis dit, à cette époque... Facebook a dit « Hold my beer ». C'est ça, on était vraiment 10 ans avant Facebook et tout ça, comme on était loin de où on est maintenant, dans l'extrême impolitesse, en fait, du discours public. Mais je voyais sur le campus de Princeton comment les gens qui étaient plus républicains, comment ils parlaient de Bill Clinton, qui était élu pendant que j'étais à Princeton. J'ai vu à quel point il y avait comme une animosité entre les républicains et les démocrates et je me suis dit, il y a un manque d'écoute dans le discours public. Et j'ai vu la pièce de Anna et j'ai dit comme, ça c'est une réponse à ça. C'était quelle pièce d'Anna? Ça c'était, j'ai vu Fires in the Mirror au début, qui était sur un conflit entre les Juifs hassidiques. Et les Noirs à Brooklyn. C'est ça, oui. Et ce qui est vraiment devenu qu'il y a 2 personnes qui sont mortes, un des 2 côtés de la médaille. Et puis après ça, j'ai vu Twilight, qui était sur Rodney King, qui était débattu par 4 policiers blancs. Tout a été filmé et c'était comme une preuve pendant le procès. Des images, on les avait vues au téléjournal. C'est ça. Et il y a incroyable. des émeutes importantes parce que les 4 policiers, malgré que c'était filmé, ils étaient tous acquittés. It was rage, black rage. You got to realize that the not guilty verdict was heavy on everybody's mind. Now, one of the things that everybody is talking about is why did it take 56 batons? That was the mood at the Beverly Hills Hotel. Safety in numbers. It's like a fortress. If white folks were to experience black sadness, it would be too overwhelming for them. Quand j'ai vu les pièces de Anna, d'abord, c'est une femme noire qui regardait des problèmes, des conflits raciaux, mais qui n'a pas juste simplement pris le point de vue des Noirs dans chacun de ses projets. Elle a fait des entrevues avec les autres personnes et différentes backgrounds culturels. Puis elle a essayé de comprendre la mécanique du conflit au lieu de prendre un bord ou l'autre. Et c'est ça que j'ai tellement respecté, parce qu'elle n'était pas là pour nous convaincre d'un côté ou l'autre. Elle était là pour dire... Il faut comprendre, comme tu as dit dans l'introduction, le 360 degrés de l'histoire pour comprendre pourquoi le conflit continue. Et j'ai trouvé ça tellement responsable en tant que storyteller parce que je crois que c'est beaucoup plus facile de sensationnaliser les histoires et essayer de comme cibler son marché chez les spectateurs et dire, eux autres, ils vont vouloir écouter ça, je vais livrer ça, au lieu de faire quelque chose qui est beaucoup plus complexe et de comprendre les 2 bords. Et je crois que c'est pour ça qu'on a eu des problèmes dans le journalisme aujourd'hui, parce que maintenant, on a du journalisme qui fait comme, quel est mon marché politique, je vais juste le livrer à eux au lieu de créer une communauté où les gens peuvent discuter entre eux malgré leurs différences. Fait que tout ça pour dire, je ne suis pas arrivée à Princeton pour faire du théâtre, mais je l'ai retrouvé
via le journalisme et avec le hasard incroyable qu'il y avait une artiste qui faisait quelque chose d'assez différent, parce que même à cette époque, aux États-Unis, le théâtre documentaire n'était pas très connu. Et c'est pour ça que quand je suis revenue au Québec et j'ai observé que personne faisait ça, j'ai vu une opportunité aussi d'introduire ça. Est-ce que tu savais quand tu voyais la pièce que This is what I want to do, ou tu sais après ça? Pas tout de suite, je dirais que c'était juste un eureka moment où j'ai dit, il y a quelque chose qui combine journalisme et entertainment, et que finalement le contact live avec le public crée une communication vraiment importante. Et je dois dire que je crois que j'ai eu besoin de ça dans ma vie aussi, de ne pas juste faire de l'entertainment. Et quand je dis ça, c'est important, l'entertainment, mais qu'à la fin, c'est aussi quelque chose qui peut servir à notre société à mieux se comprendre, à être moins polarisé et de vraiment avoir de confiance dans notre démocratie, parce qu'on commence à abandonner notre démocratie en ce moment. C'est quoi un peu ton point de vue sur où on est rendu aujourd'hui? Je dirais que c'est une crise de polarisation, qu'en fait, il nous manque des outils aujourd'hui pour créer un espace où les gens peuvent s'écouter, et j'ai très peur. Je pense que très bientôt, les États-Unis vont être dans une crise constitutionnelle, que ça se peut que la prochaine élection, ils ne vont pas être capables de nommer un président. Ça va créer une vide et le Canada va être aspiré dans cette vide. Vraiment, je sais que ça a l'air extrême, non, mais je me sens, quand je pense vraiment à ça, je suis comme, wow, c'est quoi la fin de ça? Et je crois que la fin de ça, c'est la violence. Fait que je crois que les gens comme moi qui ont développé une pratique de storytelling qui sert le discours public doivent prendre ça au sérieux. Il y a une responsabilité qui vient avec. Vraiment, je me sens comme j'ai une responsabilité. Ouais. C'était un choix qui n'était pas populaire avec mes parents parce qu'ils ont dépensé beaucoup sur mon éducation. Et je crois qu'ils avaient d'autres attentes pour moi de faire quelque chose qui va avoir plus d'impact sur le monde, parce que j'ai toujours été bonne élève à l'école. Et je crois qu'ils pensaient que je vais d'abord rester à New York. Ouvrir la succursale de Pembroke à New York? Peut-être, comme aller à Wall Street. So, tu sais, à l'époque, il y avait tous les firmes Goldman Sachs, Morgan Stanley qui arrivaient sur le campus de Princeton. Centre de recrutement? Le centre de recrutement, vraiment. Puis ils s'en foutent de ce que vous étudiez. Vous pouvez avoir fait l'histoire de l'art, la psychologie, je ne sais pas, comme le théâtre. Ils savaient que d'abord, on avait un réseau important, que peut-être on venait des réseaux bien nantis, fait qu'on a, whatever. Mm-hmm. Et puis qu'on avait la capacité d'un sens critique et une belle rédaction. Et c'est pour ça que beaucoup de mes amis sont allés faire de la recherche pour Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. Puis ont gagné tout de suite comme 250 millions, $1,000 juste après l'université. Fait que c'était comme, OK, mon Dieu, est-ce que je veux prendre mon éducation et aller là, ou est-ce que je veux servir le monde autrement? Fait que revenir au Québec pour partir une compagnie de théâtre était vraiment comme opposition avec leurs attentes. Mais voilà. Tu as gradué de Princeton, je pense, en 94? C'était en 94. Fait que je suis allée en Asie pour 1 an de travail et 6 mois de voyage. Je suis retournée ici juste après le référendum en 95. Fait que Quand tu es partie en voyage, est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire du théâtre, ou ça te trottait dans la tête? Tu y pensais encore? Je me suis dit... Ou tu cherchais une stratégie pour le dire à ton père? C'est ça. C'était plus ça. Et j'ai besoin d'être loin de mes parents pour pas sentir leur pression trop. Je voulais vraiment être toute seule ailleurs pour dire, est-ce que j'ai le courage d'aller en théâtre? Parce que je me sentais pas artiste vraiment à cette époque. Je me sentais plus comme, j'ai une idée de comment je veux faire du théâtre, mais je suis pas une... I don't know, j'ai pas senti, j'avais pas la confiance que j'étais capable, mais j'ai dû me dire, si je vais faire quelque chose dans la vie, et ça c'était un des principes de mon père, il faut que tu aimes ce que tu fais. Mm-hmm. Fait que j'ai pu au moins lui dire, papa, tu m'as toujours dit ça. Quand toi, t'es parti en investissement, c'était
c'était pas ça que tes parents ont, c'était pas leur attente parce que lui, il a étudié en génie minière. OK. Fait que avoir la confiance que je vais être menée par ma passion et que je vais trouver. Mais c'était très dur au début. J'ai vraiment, au début de ma carrière, j'ai dû comme pris des jobs comme j'ai travaillé dans des boîtes comme secrétaire, j'ai fait l'accordo administrative, même pour Pembroke pendant 1 an, temps partiel, pour gagner ma vie et payer mon loyer pendant que j'écrivais mes premières pièces. Fait que pour mes parents aussi, de dire leur fille revient de Princeton et c'est ça qu'elle fait. Puis pour eux autres, ils pensaient que le théâtre était une cul-de-sac. Après 5 ans, que je vais comme... I'll come to my senses et vraiment trouver une vraie job. C'était difficile pour ma confiance. Mais voilà. Mais tu as persisté, puis dans le sens que t'as pas lâché, parce que de toute évidence... Oui, j'ai pas lâché parce que même si c'était dur, j'étais toujours contente dans mon travail et j'ai eu quand même, avec les premières pièces, assez de succès pour me donner la confiance de bâtir des partenaires et de bâtir ma carrière. Fait que la première pièce que j'ai créée avec la personne qui est devenue mon mari, Alex Ivanovich, Novembre, a eu vraiment un succès critique assez fort. On était en nomination pour le Masque de la Révélation. Et puis, c'était une pièce bilingue sur une campagne politique, une campagne électorale quand Jean Charest est revenu des politiques fédérales en 2000. En tout cas, on a fait vraiment un portrait de l'état de la démocratie au Québec qui était comme un petit peu une satire. Et puis, les gens ont tellement aimé, en fait, comment on a utilisé le verbatim des gens sur la scène. Et j'ai senti vraiment que Montréal et le Québec étaient vraiment terrain fertile pour un théâtre engagé. Que les gens aimaient, en fait, un discours politique sur scène. Ouais. Tu es revenu au Québec autour du référendum en 1995. Comment la petite Annabelle de Westmount, anglophone, qui revient au Québec à un moment donné où on était, je me souviens, en 1995, il y avait on était tous, les Québécois francophones souverainistes étaient déprimés, puis les anglophones, il n'y avait pas une grande victoire à célébrer. Non. Fait que là, on était vraiment polarisés, mais... Ouais, on était divisés, on était des ennemis, en fait. C'est ça. Comment tu te sentais? Toi, t'avais-tu plein d'amis francophones à l'époque? Parce que maintenant, t'es célébré par la population francophone, tu parles... Oui, plus que les anglophones au Québec. Ouais. Ben, j'ai senti comme un outsider, complètement. J'avais complètement perdu mon français, que j'ai étudié, oui, à mon école à Westmount, The Study, mais où j'étais pas bilingue quand j'ai terminé mes études là. Et là, je suis partie pendant 10 ans en Angleterre, aux États-Unis et après en Asie. Fait que je suis revenue ici, pas capable de parler le français, avec aucun réseau en français. Et la première personne que j'ai trouvée, c'était Alex Ivanovich, que j'ai vu sur scène dans une pièce anglaise, mais quand je lui ai parlé, je savais qu'il était complètement bilingue. Et puis, je me suis dit, si je vais faire quelque chose en théâtre ici, je dois, et je veux faire du théâtre documentaire qui parle de sa société. Je ne peux pas faire ça qu'en anglais. Il faut que je parle à tout le monde dans la société. Fait que, avec lui et avec la création de Novembre, j'ai réappris le français en écoutant les entrevues que nous avons menées ensemble. Fait que j'ai dit à Alex, je veux aborder la démocratie, je veux faire un tour du Québec pendant une campagne électorale pour suivre les chefs, mais aussi écouter le peuple, les vrais gens, qu'est-ce qu'ils pensent de qu'est-ce que les chefs disent. Toi, tu vas mener les entrevues en français parce que le moment où j'ouvre ma bouche, les gens vont ils vont me juger comme une anglophone qui est biaisée. Puis, en fait, je suis même pas capable de mettre une phrase ensemble en français. Puis, en bon québécois, on te répondra en anglais. Exactement. Mais on était dans les régions où les gens parlaient vraiment pas l'anglais. Et dans un joual que j'étais complètement perdue. Fait que lui, il a mené les entrevues, on a enregistré et moi, je les ai toutes écoutées et je les ai retranscrites avec son aide. Fait que c'était comme
faire un bac en langue, étrangère. Exactement. Et c'était vraiment comme ça avec les premières pièces de porte-parole où j'ai réappris mon français et je me suis mis en contact avec les gens que je ne connaissais pas quand j'étais en anglo pendant mes études secondaires. Fait que je suis sortie de Westmount, de ma zone de confort. Et j'étais juste tellement... C'était comme j'étais dans un pays étranger. Vraiment. Et les gens, mais même aujourd'hui, n'arrêtent pas de me demander d'où je viens. Et je trouve ça très intéressant d'être née dans une place où les gens pensent que tu es étrangère. Mais d'une certaine façon, ça m'a donné une perspective où j'avais du recul sur le Québec. Fait que je crois que ça m'a servi parce que j'ai posé des questions qui étaient tellement naïves et tellement basic. Et fait que c'était comme Christine dit dans Jamidro, j'étais forcée à revenir à la base. Qu'est-ce qui est ma société? Pourquoi est-ce que je suis comme ennemi numéro 1? Parce que je suis un anglo de Westmount qui a évidemment, sa famille a voté non dans les référendums, qui veut pas se séparer du Québec. Mais j'ai posé des questions sur quelle est la vision de notre avenir ensemble. Et voilà, et je crois que c'était une opportunité aussi de se rassembler autour de pourquoi est-ce qu'on est tous très déprimés dans le Québec après le référendum et comment est-ce qu'on va habiter ensemble. Fait que, oui, c'était pas évident, mais c'était peut-être nécessaire pour moi de reconnecter avec ma société parce que dans les années 80, quand j'étais un adolescent, d'abord, j'étais trop jeune, mais j'étais aussi protégée dans une enclave anglo. Et le théâtre documentaire m'a fait sortir de cette enclave pour poser la question, c'est quoi le Québec et comment est-ce qu'on va parler ensemble? Mais j'étais chanceuse que les gens avec qui je parlais, ils voyaient mon intérêt pour les comprendre. Fait qu'ils ne m'ont pas finalement jugé sur mon accent et mon incapacité de parler le français. Je crois que les Québécois francophones respectent beaucoup les anglophones qui font l'effort, oui. C'est drôle parce que moi, j'ai étudié 1 an à Vancouver. Puis quand... Puis je suis devenu souverainiste quand j'étais à Vancouver, puis j'entendais ce que les anglophones pensaient des Québécois. Ça m'a on était des quêteux, on était des voleurs, des gens qui profitent du système. Mais ça, j'entendais ça à répétition. Puis à un moment donné, je suis revenu au Québec, puis je me disais, my God, on est vraiment 2 cultures. C'est drôle parce que quand je dis à ma mère, tu sais que je suis souvent avec les gens qui sont des séparatistes, des souverainistes, elle est comme choquée par ça. Et je suis comme... Do they eat babies? Exactly. Vous êtes devenus des monstres chez certains anglophones et je suis comme... Maman, c'est des gens qui sont fiers de leur culture, qui pensent que c'est pas une province, c'est une nation. Et c'est normal. Ma mère est estonienne, OK? Elle est une immigrante d'ici. Elle est très fière de où elle est née, de sa langue, du fait qu'en fait, l'Estonie était occupée par les Soviétiques, de la Russie. Fait que il faut juste donner les gens des façons de comprendre le point de vue des francophones. Et les anglophones et les francophones sont juste tellement comme freinés par la langue. En fait, c'est la langue qui devient quelque chose qui est comme une mur. Mais c'est comme si on peut juste démontrer qu'on est intéressé par les gens, on n'a pas besoin d'être frustré par nos manques de maîtrise de la langue. En tout cas, je peux en parler pendant des heures. C'est pas le sujet de ce podcast, mais... Mais c'est fondateur parce que je trouve que ce dont on discute là, c'est presque la mission de porte-parole. Tu sais, rapprocher les gens, l'empathie, comprendre des points de vue différents. Mais on n'a pas eu du succès sur ça en termes de... Comme le mur entre anglophones et francophones à Montréal est tellement très... Étanche. Oui, et pour le moment, on fait soit des projets en français ici au Québec, où on produit des choses à l'extérieur de Montréal en anglais, comme à Toronto, etc. Mais je n'ai pas réussi à mobiliser un public bilingue autour du théâtre. Je n'ai pas réussi, malgré mes efforts. Au début, je trouvais que le marketing était trop dur. Pour vendre un spectacle, c'était déjà dur, fait que je ne voulais pas ajouter cet obstacle à ce que je faisais. Et que finalement, les gens voulaient que je traduisais des pièces en anglais, en français et vice-versa. Ils ne voulaient pas être ensemble dans une salle de théâtre. Et maintenant, aujourd'hui, il y a toujours des théâtres à Montréal et en région qui ne tolèrent pas un mot d'anglais sur scène. Ouais.
Même s'il y a comme un personnage qui veut dire une phrase en anglais pendant un spectacle de 2 heures en français, ils ne tolèrent pas. Et je suis comme, ben, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme, je ne sais pas comment on va surmonter ça. Et chez les Anglos, ben, j'admets qu'il y a des gens qui toujours n'apprennent pas le français comme il faut. Ouais. Et ça crée, en fait, chez les francophones, une résistance énorme. Fait que j'ai pas la solution à ça. Tu sais, on a fait un magazine sur les Anglos, nous, Urbania, il y a 7-8 ans. Ah oui. Puis, en fait, moi, j'ai réalisé ça comme francophone. Ça a l'air niaiseux, mais quand tu t'attardes justement à la minorité anglophone au Québec, qui a l'impression d'être mis dans un coin ou qu'on les dépossède des droits, mais c'est exactement le sentiment que les francophones on a, mais nous, à l'échelle du Canada, fait que c'est comme une boîte des poupées russes. Exactement. Fait qu'on a la même situation, on devrait avoir plein d'empathie un pour l'autre parce qu'on vit exactement la même situation, mais on a une réaction contraire. Oui, et puis c'est très émotif, finalement. Oui. Comme à la fin de l'histoire, c'est juste... et je comprends, là, comme l'histoire des francophones, pourquoi ils sont ça et pourquoi, comme d'être un petit îlot dans, pas juste le Canada, mais toute l'Amérique du Nord, en fait, avec les États-Unis à côté. Je comprends. Et moi aussi, je veux défendre le français parce que j'aime la culture francophone, j'aime être capable de parler une autre langue. Mais voilà, on n'est comme pas capable de mettre de côté cette émotivité autour de la langue française. Et voilà. En tout cas, un sujet pour un autre podcast ou une autre pièce. Oui, ça, je pense. Une bonne pièce, ça serait vraiment nécessaire. Puis, tu sais, souvent, le théâtre est vu comme justement, tu sais, c'est des gens de gauche qui parlent des enjeux qui les préoccupent, tout ça. Comment tu fais pour qu'il y ait des gens de droite qui aillent voir vos pièces, puis qui sortent de là, puis que peut-être tu n'as pas fait changer leur idée, mais au moins tu les as eues pendant quelques heures? Puis... Oui, bonne question. Et je dirais que j'ai pas eu assez de succès sur ce point-là parce que c'est toujours difficile pour convaincre les gens plus de droite qu'on n'est pas une bulle de gauche, comme tu dis. Je crois qu'avec l'Assemblée, on a eu le plus de succès parce que l'Assemblée, pour le concept de l'Assemblée, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est inviter 4 personnes à avoir un souper ensemble, 2 qui sont plus de gauche et 2 qui sont plus de droite, et les faire jaser sur un sujet polarisant. Et en fait, après ça, on retranscrit leur conversation et on la présente comme une pièce de théâtre jouée par les comédiens. Fait qu'on a des personnages sur scène qui représentent la droite, merci. Et ces gens, ces vraies personnes invitent leurs amis à venir voir la pièce. Fait que c'est là où on a eu plus de succès. Et je dirais que... Et dans l'Assemblée, il y a un moment où le public peut prendre la scène et jaser. Ces gens-là ont très peur de lever leurs mains dans cet endroit-là pour parler parce qu'ils pensent que les gens de gauche vont vraiment les juger et que ça vaut la peine. Excuse-moi. Ça vaut pas. Parce que ça vaut pas la peine, en fait. Parce que pas juste ils vont être jugés, ils vont peut-être être comme moqués et humiliés dans cet environnement-là. On a eu des moments très, très, très tendus quand on a présenté l'Assemblée en anglais au Centre national des arts à Ottawa. Il y avait des gens qui allaient sur scène, qui parlaient du fait qu'ils étaient des partisans de Trump et que le Canada était un pays socialiste, etc., et qui faisaient comme des monologues. Et puis, c'était comme... Silence radio. Silence. En fait, la conversation autour de la table a arrêté. Et les gens voulaient juste que la personne s'en allait. Et j'étais tellement... C'était l'effet contraire que tu recherchais? Exactement. Et ça m'a... En fait, j'ai découvert à quel point le projet de l'Assemblée était que l'obstacle est vraiment, vraiment presque insurmontable. Sorry, I can't say that word. Wow. Insurmountable. C'était... on est plus polarisé qu'on pense. On n'a pas beaucoup de patience pour d'autres points de vue. Et je crois qu'on est rendu un petit peu dans une bataille d'idéologie en ce moment où c'est juste gagner du terrain est plus important, lever des fonds pour des candidats dans les élections. On n'est plus pour bâtir une société, on a besoin de se comprendre ou de s'écouter. Fait que... Et puis, si on essaie de trouver un juste milieu, on est attaqué pour ne pas avoir des opinions campées.
Et je me sens, j'ai déjà eu cette accusation de mes propres pièces que Annabelle n'a pas le courage, en fait, de dire ce qu'elle pense. Fait qu'elle joue Tu toujours... te caches derrière les arguments des autres. C'est ça. Et que je joue, en fait, l'avocat du diable ou que je... et c'est intéressant. Comme s'il fallait absolument avoir une opinion fermée sur tout. Oui, oui. Comment tu choisis un sujet pour une pièce? Tu as parlé de tellement de sujets, tu sais, de la société d'État puis de l'électricité, la politique, l'effondrement d'un viaduc, le profilage racial, tous des sujets... tu sais, comment tu choisis? Qu'est-ce qui fait en sorte que il y en a 3 qui deviennent sur la table? Puis je sais que vous en recevez beaucoup de propositions. Je sais pas de parole de gens qui veulent faire des projets. Oui. Comment il y en a un? Comment tu sais que c'est un bon sujet? Oui. Ben, c'est l'intuition. C'est sûr que j'ai le pied fait. Si c'est quelque chose qui m'intéresse, je crois que ça va être intéressant pour un public. Mais c'est sûr que dans le documentaire, une des choses qu'il faut vraiment prioriser, c'est la pertinence du sujet et que c'est un sujet qui ne va pas être juste pertinent dans le moment où tu fais ta recherche, mais qui va rester en fait pertinent pour un bout. Parce que pour créer une pièce documentaire, ça nous prend des fois comme 2-3 ans de recherche. Fait que, 2 ans de recherche, mettons. Fait que j'ai besoin de regarder le sujet en disant, OK, dans 5 ans, est-ce que ça va être vraiment toujours, est-ce que ça va nous habiter comme société? Mais pour moi, il faut qu'il y ait vraiment un conflit très clair. Et là, c'est pour ça que je regarde souvent des enjeux où il y a un procès légal, soit comme une commission d'enquête ou un vrai procès où je peux, si j'ai manqué le début de l'histoire, je peux aller dans le procès verbal, en fait, c'est comme ça qu'on le dit, le procès verbal, et je peux, comme quand tu lis des procès verbaux, des procès juridiques, en fait, c'est comme du théâtre, parce que c'est comme un dialogue entre juge, avocat et témoin. Tu vois où ça se corse, tu vois des moments où il y a de la tension, puis... C'est ça, et comme dans Seeds, qui est une bataille entre un fermier de la Saskatchewan et la compagnie biotechnologique Monsanto. C'était 1300, je crois que le procès fédéral à Saskatoon dans les années 90, c'était comme 1300 pages de retranscription que j'ai dû synthétiser pour une pièce de 2 heures. Et c'est pas tout, j'ai aussi fait des entrevues, etc. Mais il y a un conflit très clair et j'ai aperçu avec Seeds que quelqu'un mentait, c'était sûr. C'est leur version de l'histoire de comment les semences de canola OGM est arrivée dans le champ du fermier. Quelqu'un ne disait pas la vérité. Fait que je suis devenue obsédée à trouver la vérité. Et puis, dans les dernières pièces aussi de porte-parole, qui ne sont pas mes pièces, mais racontées par d'autres auteurs, un lien ou une relation intéressante entre le personnage central qui fait l'enquête et le sujet. Fait qu'avec Christine, je trouvais qu'il y avait de la tension parce qu'on n'attendait pas que Christine va être quelqu'un qui va pouvoir maîtriser le sujet de l'hydroélectricité, mais elle avait un lien avec la Fondation Rivière et avec Roy Dupuis. Fait que ça a comme créé une opportunité de « Ah, ce serait intéressant de voir comment elle va aborder le sujet ». Et avec d'autres personnes comme Maude Laurando, avec Rosella Machine, quelqu'un qui a un enfant autiste où le lien est très émotif, ou François Griset avec Tout inclus, où il vient de placer ses parents dans une maison, une résidence privée, et il avait des questions qui se sont soulevées de cette expérience. Fait que toujours quelque chose où je me dis, la relation ou the journey de cette personne va être vraiment flyée. Mm-hmm. Et moi, j'ai le goût de les suivre. Puis une fois que tu sais que tu veux les suivre, je sais que vous fonctionnez beaucoup par étapes. Il y a la recherche, après ça, vous allez tester des choses devant le public. Oui. C'est quoi est-ce que vous avez une méthode que... Oui, dans le documentaire, dans tout le documentaire, ce qui est vraiment le défi principal, c'est que l'histoire n'est pas terminée quand on commence. Fait qu'on ne sait pas, en fait, comment on va aboutir. On espère, on prend un risque que ça va prendre un chemin qui est divertissant, qui est intéressant. Est-ce que la quête est définie au stade de la recherche?
Ou c'est Oui. de l'exploration, la recherche? Ben, quand on commence la recherche préliminaire, c'est toujours qu'est-ce qui est the living question? C'est quoi la question vivante? Fait que si on regarde GEM Hydro, la question est très claire. Pourquoi est-ce qu'on continue de construire des barrages quand il y a un surplus d'électricité sur le marché nord-américain et le prix est très bas? Pourquoi? C'était comme une anomalie qui a vraiment... Si tu regardes GEM Hydro, c'est toujours cette question-là, même si elle prend quelques détours, est toujours présente. Pour Maud, dans Rose et la machine, c'est pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder aux services pour mon enfant? Qu'est-ce qui se passe dans notre système qu'on n'est pas capable à répondre à l'état de la neurodiversité dans notre système? Avec SEED, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé dans les champs de Percy Schmeiser en 97. Fait que il y a toujours une question et quand j'accompagne des auteurs, je les pose toujours cette question. Comme dans votre recherche, si vous éloignez de votre question, vous êtes sur une mauvaise piste. Et si vous n'êtes pas capable de dire qu'est-ce qui est la question de votre enquête, on n'a pas une pièce documentaire. Et ça veut pas dire qu'à la fin de la pièce, on a une réponse claire à la question. Ça peut être ambigu à la fin, comme où est-ce qu'est rendu l'enquêteur dans son enquête autour de cette question. Mais si la question reste vivante pendant toute la pièce, on sait qu'on a quelque chose qui est intéressant. Et après, c'est juste qu'est-ce qui étaient toutes les stratégies que l'enquêteur devrait utiliser pour répondre à sa question. C'est comme ça qu'on bâtit chaque pièce. Puis ton rôle dans ces moments-là, c'est plus d'être comme un script editor, dans le sens que tu t'accompagnes, tu lis les textes, tu commentes, puis tu réorientes quand ça oui, c'est drift. ça. Oui, et si la personne commence à perdre la confiance dans leur enquête, leur recherche, je suis là, comme on voit avec Christine qui dit « je capote, je suis pas capable », je suis là pour dire « vas-y, go, girl, je suis pas responsable t'es capable. » C'est ça, je suis pas responsable de toi, c'est toi. Tu sais, prends-toi en main, Christine. I know, je suis devenue comme the bully. Oui, mais c'est un bon personnage. C'est ça. J'ai joué mon rôle. Et puis, ça, c'était aussi comme ce qu'on a trouvé avec moi et Christine. C'est comme ça que mon personnage doit être positionné pour que tout le monde est comme sur mon bord. Oui, Christine, il faut continuer, mais c'est pas juste moi. Comme à un moment donné, je fais mon accompagnement pour la personne dans la recherche et la rédaction du texte, mais très bientôt dans le processus, et ça, c'est important que je nomme, on met le texte ou une version ou le début du texte dans une salle de répétition. Et c'est là où le metteur en scène ou la metteuse en scène et les comédiens et les concepteurs en théâtre commencent à dire, OK, comment est-ce que ce texte-là va vivre sur scène? Et très bientôt, dans ce processus, on reconnaît qu'un texte qui marchait sur la page ne marche plus dans la salle de répétition, ou que ça marche, mais il faut couper beaucoup, il faut changer l'ordre des choses. Fait que le script editing continue dans les ateliers de mise en scène et de production, et même jusqu'à la première, comme même la version de GEM Hydro que Christine a présentée cet été, qui est comme la 3e version avec la nouvelle fin avec Sophie Brochu, elle était en train de changer son épilogue jusqu'à la générale. À quel moment de GEM Hydro tu as senti que la mayonnaise prenait puis que ça avait le potentiel de vraiment avoir du succès? Quand elle a présenté le projet pilote à la Licorne, on faisait... c'était au OFF-TA, finalement. C'était comme vraiment... même avant qu'on a fait le FTA, on a fait le OFF pour vraiment juste tester le premier matériel. Mais je voyais les ingrédients. C'est sûr que personne ne pouvait anticiper le succès. Je crois que tout le monde dans ce projet était surpris par le succès de la chose, parce que c'était quand même un enjeu complexe et c'était une forme en épisode pas très conventionnelle, etc. Mais je sentais que chez Christine, on avait du potentiel. Et je crois que c'était en présentant la première épisode qu'on a dit... OK, on a un sujet qui est très émotif chez les Québécois francophones, avec une personnage charmante et radicale vis-à-vis son lien avec le sujet. Ça va faire quelque chose, ça va être intéressant. Ouais. Puis là, quand vous avez décroché des interviews avec les ministres, puis avec le premier ministre, puis que... Là, tu sens que même c'est que tu montres, tu n'es plus juste en train d'avoir un public d'entertainment, tu es en train d'influencer la classe dirigeante. Oui.
Et ça, c'était clair quand ces gens-là ont commencé, comme tu évoquais, de accepter l'invitation à faire des entrevues. C'est qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas le choix, finalement, parce que Christine a mobilisé tellement de gens et que sa pièce a eu un impact sur le discours que ces gens-là ont dit, ben si on n'accepte pas, on a l'air de se cacher. Oui, exactement. Et qu'on a besoin de démontrer qu'on a le courage de se mettre devant Christine pour répondre à ces bonnes questions. Parce que c'est l'histoire d'une citoyenne, en fait, qui disent, OK, on a besoin de garder un check on power de nos politiciens. Il faut qu'on soit là pour poser les bonnes questions et vraiment les challenger sur leurs décisions de société. Et je crois que c'est pour ça que ces gens-là ont dit, si j'accepte pas cette entrevue, ça va être comme une dénonciation presque de la démocratie. Mm-hmm. Ce qui est vraiment encore plus risqué, en fait, pour ces gens-là. Mais à la base, c'est très politique. Ce que Christine fait est radical, vraiment. Tous les Québécois, toutes les Québécoises devraient voir cette pièce-là. Et je réalise en vous parlant que ce que j'ai entendu de J'aime Hydro a cristallisé mon désir de répondre à ces questions-là de la manière la plus honnête possible, de m'en inspirer pour réfléchir à la suite, puis de faire en sorte que tout le monde retrouve son grand amour d'Hydro. Parce qu'on a tous un amour-haine avec Hydro. Et ça, je pense que c'est exactement ce qu'elle incarne, Christine. Puis là, je ne scooperai pas la dernière portion de la pièce, mais vous allez voir l'influence. Je vous parle, là, puis je me rends compte de quelque chose. Je me rends compte que cette pièce-là a influencé la manière dont je dirige Hydro-Québec. Quand tu as entendu Sophie Brochu dire en interview qu'après avoir vu J'aime Hydro, ça a influencé sa façon de diriger la société d'État, comment tu t'es sentie, là, toi, Annabelle Soutard, qui a créé porte-parole il y a 22 ans? Oui, un certain aboutissement. Parce que vraiment, à vrai dire, comme c'est ça c'était ma vision pour le théâtre documentaire. C'est ça que j'ai vu dans le théâtre de Anna Deavere Smith à l'époque à Princeton. Et moi, je crois vraiment au potentiel du théâtre théâtre en général, mais plus précisément le théâtre documentaire, c'est d'être en fait la place où le citoyen peut retrouver son pouvoir et que la classe politique, en fait, répond à ça. C'est une anecdote que je raconte souvent, que quand Obama a gagné ses premières élections, il a fait une campagne sur Facebook parce qu'il a toujours dit c'est via les réseaux sociaux qu'on a gagné cette élection, fait qu'on veut toujours être à l'écoute de notre public qui sont sur les réseaux sociaux. Fait qu'il a fait une campagne de communication sur Facebook en disant « Envoyez-moi vos idées de qu'est-ce que je dois faire pour répondre à toutes les crises qu'il gérait, la crise financière qu'il gérait à l'époque, la crise de la polarisation, parce qu'il a dit, moi, je veux répondre à l'écart entre les républicains et les démocrates, etc. Et moi, même si je suis canadienne, je ne suis même pas une citoyenne américaine, j'ai répondu à cette campagne en disant, je pense que tu dois mettre Anna Deavere Smith dans ton cabinet. Comme ton cabinet, c'est pas le mot. Cabinet, oui. Elle doit avoir comme un titre comme artiste au service de la démocratie. Et tu lui donnes un budget de voyager comme partout aux États-Unis pour parler avec différents gens et mettre leurs paroles sur scène. Comme vraiment une démonstration de votre engagement pour écouter les gens. Pour écouter. Et pas juste écouter vos gens, mais vraiment tout le monde. Et que Anna Deavere Smith était la personne pour le faire. C'était tellement comme... Est-ce que tu l'as tagué dans ton commentaire? No, I didn't, parce qu'à l'époque, j'étais nulle dans les réseaux sociaux. Je suis toujours très nulle. Mais vraiment, j'ai toujours eu la vision que les artistes de la scène peuvent être comme active dans le monde politique. Fait que quand Sophie Brochu dit quelque chose comme ça, ou quand on a écouté J'aime Hydro cité dans l'Assemblée nationale, je suis comme, on est là où on doit être comme artiste pour servir notre communauté.
Et je crois qu'on doit être considéré comme des légitimes, comme philosopher kings de notre société. C'est ça qu'on fait. Que dans une salle de répétition, qu'est-ce qu'on fait? On met des paroles sur scène, on les écoute et on essaie de comme, défendre différents points de vue, d'écouter l'autre. C'est quelque chose qui est nécessaire, n'est-ce pas, dans notre politique actuelle. Fait que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette compétence-là? Comment tu pourrais guérir la démocratie une fois pour toutes? Ouais. Ben, je crois que, en fait, peut-être la chose qui me touche le plus ou qui me donne le plus d'optimisme en ce moment, c'est les gens qui nous appellent pour dire « J'ai un sujet, j'ai une histoire à raconter. Pouvez-vous nous donner des ressources pour amener ce projet à terme? » Fait que pour moi, je rêve beaucoup en ce moment à une plateforme web où c'est comme un écosystème de gens qui pitchent leur projet devant les gens qui ont de l'argent ou une capacité de diffusion qui vont aller comme acheter ou développer des projets. Fait que je veux que vraiment, finalement, Porte-Parole devienne un hub, un écosystème entre toutes ces entités-là pour que de plus en plus de documentaires peuvent être produits. Je vois que si ça reste juste Porte-Parole qui essaie de produire toutes ces histoires, on ne va jamais arriver à déployer le potentiel du théâtre documentaire et de toutes ces jeunes personnes qui deviennent un petit peu cyniques vis-à-vis le monde politique ou la capacité de vraiment regarder les enjeux sociaux qui sont importants à eux. Fait que je crois que c'est là où la productrice ou la femme d'affaires devient enflammée. C'est comme si je reste juste moi comme écrivain ou juste porte-parole comme producteur, on ne va jamais rayonner et répondre au potentiel du théâtre documentaire. Fait que c'est comme une grande rêve et c'est comme je veux devenir comme Reddit. Tu sais, comme pour le documentaire. Ou Kickstarter. Ou quelque chose comme ça. C'est comme... et c'est là où je me dis, j'aurais dû aller au business school pour vraiment avoir les outils. Mais je pense que je vais être capable juste avec, si je garde la vision claire et je trouve les partenaires qui sont capables de m'aider avec cette idée-là, je crois qu'on arrivera parce que, comme tu as évoqué tantôt, on a comme des douzaines de personnes par mois qui nous approchent avec vraiment un sujet qui a de l'allure, mais je ne suis pas capable de répondre à ça. Et ça me rend folle, vraiment. Je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on doit faire à Porte-Parole pour donner les ressources à tout le monde? Mais la réponse à ce problème, c'est de ne pas essayer de tout faire toute seule. Mm-hmm. Mais c'est de créer un environnement où les gens peuvent se retrouver pour faire les projets. Fait que, voilà. Bon, écoute, moi, sincèrement, Annabelle, pour vrai, je t'admire. Puis je veux dire, tu sais, moi, quand j'ai commencé l'entreprise, j'étais un petit artisan, je faisais les choses, je faisais la mise en page, les articles, je vendais les pubs. Puis à un moment donné, j'ai zoomé out, puis j'ai vu l'entreprise comme mon projet créatif. Oui. Puis c'est de la création, créer une entreprise. Absolument. C'est pour ça que ce que tu t'évoques là, pour moi, tu fais de la création, tu fais du storytelling, mais tu changes d'échelle parce que tu veux avoir le plus grand impact possible. Oui, merci de le dire en ondes comme ça, que c'est un projet créatif, parce que je crois que chez les artistes, c'est ça qu'on accuse souvent les gens d'affaires, eux autres, ils ne sont pas créatifs. Nous autres, on a le monopole sur la créativité. Et je crois que ça, c'était l'influence de mon père aussi, qui investit dans des compagnies où il voit le potentiel de croître, que c'est très créatif. Et c'est très difficile, en fait, d'exécuter des idées et de gérer des équipes de gens qui peuvent exécuter une idée et de garder une vision intacte avec tous les défis que nous avons. En fait, ça serait une bonne pièce de théâtre documentaire. J'essaie de raconter la vie des startups et tout ça, mais c'est vraiment un défi et c'est très créatif. Alors. Mais je vais te dire quelque chose, Annabelle, que je vais le regretter en le disant, puis je te l'ai déjà dit quand on a lunché ensemble.
Mais est-ce que tu penses justement que le fait de le faire en français dans un petit territoire, c'est un frein? Est-ce que tu penses que, supposons, tu sais, moi je t'ai dit, va voir le New York Times, dans le sens que... Mais je veux pas te dire ça parce que je veux te garder au Québec ici, puis je veux pas te partager avec quiconque. Je vais toujours rester au Québec. Mais oui, je crois que le fait que je sois une anglophone, et que je suis capable de traverser la frontière et d'aller chercher un autre public, soit au Canada anglais ou aux États-Unis, je crois que je dois utiliser, en fait, cette force-là que j'ai. Et que j'ai passé 4 ans de ma vie à Princeton. J'ai quand même toujours un petit réseau à New York. J'ai des connaissances... Peut-être je dois juste soit aller à New York ou à LA, juste pendant une période pour voir, peut-être on peut faire des événements, des projets là-bas qui vont vraiment mettre le travail sur la carte internationale. Fait que j'y pense beaucoup. C'est sûr que je ne veux pas abandonner ma société parce que tout ce que je fais vient de mon amour pour ma société natale. Même si je suis un petit peu un outsider comme anglophone. De moins en moins. De moins en moins. Je crois que je suis peut-être un membre honorifique de la communauté francophone maintenant, mais non, sans blague, je crois que je suis nourrie par ma connexion avec cette société, ma communauté à Montréal et au Québec. Fait que si je m'en vais là, c'est pas pour quitter, mais c'est pour peut-être... convertir les gens qui n'ont pas encore reconnu ce qu'on fait au Québec dans des partisans pour le théâtre documentaire et que notre storytelling qu'on a développé chez Porte-Parole doit servir pas juste le Québec, mais le monde. Qu'est-ce que tu penses que ton père Ian, s'il est encore vivant aujourd'hui, puis il voyait justement l'impact du travail que tu fais, qu'est-ce que... Tu sais, sa réaction initiale au fait que tu voulais aller en théâtre, est-ce que tu penses qu'il dirait « Ah, qu'est-ce qu'il dirait? » C'est une bonne question. Je me pose la question souvent parce que, évidemment, pour moi, c'était une des plus grosses pertes de ma vie, le décès de mon père en 2016, avant que Jamie Drault aussi a eu son succès. J'espère qu'il dira que je suis fière de toi, mais il me posera toujours la question... Est-ce que tu fais assez d'argent dans ta vie avec ça? Parce que c'est vrai, il faut le dire. On a eu du succès, Porte-Parole est en croissance, etc. Mais est-ce que je gagne ma vie avec ce que je fais? C'est toujours... je ne suis pas quelqu'un qui est le plus... qui a un succès financier. Comme c'est toujours un enjeu pour moi. Fait que c'est toujours quelque chose qui me rend, qui est inconfortable dans ma vie, que j'ai maîtrisé une certaine forme de communication, mais que je n'ai pas trouvé le modèle d'affaires pour me sentir que j'ai les moyens de mes ambitions. Et c'est pour ça que je commence à tourner vers d'autres médias, parce que je me dis, peut-être la plateforme que j'ai développée pendant 20 ans en théâtre, a servi à créer quelque chose qui est vraiment légitime, qui maintenant que je peux transformer dans un modèle d'affaires qui est plus sustainable. Et c'est pas que je veux devenir riche, mais je veux être capable d'influencer la société. Oui, oui. Merci Annabelle. Merci Philippe. Mais ce que j'admire vraiment chez Annabelle, c'est vraiment son désir justement de rapprocher les gens. De prendre le temps d'écouter les gens qui ne pensent pas comme nous en ce moment. Là. Donc c'est un trait de caractère qui est peu commun. De plus en plus, les gens aiment mieux se conforter justement dans les algorithmes, d'avoir une espèce de miroir qui reflète leurs propres opinions. Puis Annabelle, justement, elle va au-delà de ça. Elle va vraiment au front. Elle prend le temps d'aller rencontrer des gens qui sont complètement différents d'elle. Puis elle-même, qui est une anglophone québécoise qui a fait sa place dans le monde francophone, ben justement, elle démontre que tu peux justement être un poisson qui sort de son propre bocal, même si au final, tu vas revenir dans ton bocal à la fin. Mais je pense qu'on a besoin de gens comme elle aujourd'hui. C'est vraiment un baume sur l'humanité et la démocratie. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campeau. Je m'appelle Philippe Lamar et vous écoutiez Entre la fin puis le début.
C'était un podcast Urbania.